La solitude, c'est un thème qui revient quand même beaucoup en ce moment parmi vous dans les retours d'expérience sur ce confinement, sur cette situation de confinement. Ce que j'ai pu entendre, alors soit dans vos retours dans le cercle, dans le groupe Méditation Pleine Présence, soit dans vos retours que j'ai par ailleurs, moi, en tant que psychologue, dans les entretiens que j'ai par téléphone, il y a grosso modo, on va dire, 3 situations en fait qui reviennent. Il y a même 4. Il y a la situation d'être seul et donc effectivement plus un contexte d'être isolé, c'est-à-dire de se voir imposer une situation de confinement, d'être pas forcément en accord avec cette réalité-là. Et du coup, peut-être une espèce de rumination, de ressassement sur cette condition. Il n'y a personne avec nous dans la pièce ou dans l'appartement ou dans la maison. Un désarroi, un sentiment de désarroi, de tristesse. Et le mental qui va avoir tendance à démultiplier les exemples de toutes les relations que l'on ne peut plus avoir, les personnes que l'on ne peut plus rencontrer, voilà, et même finalement les échanges téléphoniques que l'on peut avoir qui resteraient assez insuffisants. Ce qui est normal dans la mesure où dans cette situation de confinement, on a moins de distractions. Donc ça laisse de l'espace vide à la contemplation. Et si on n'a pas forcément compris ça, ça va faire émerger une soif, une avidité de distraction, de rencontre qui ne peut pas avoir lieu, et donc une souffrance, une tension qui peut émerger de là. Il y a aussi la situation de ne pas être seul chez soi, d'être confiné à plusieurs et d'avoir des styles de vie qui sont différentes. C'est très souvent rencontré dans les couples. Les échos que j'ai, c'est assez systématique, on va dire, mais ça doit certainement y avoir des exceptions aux exemples que j'ai en tête, où chacun a un style un petit peu différent. Il va y avoir une personne qui va pouvoir rester tranquille, se reconfigurer, une autre qui va être assez attachée à ses habitudes jusque-là et qui va peut-être être un petit peu frustrée, stressée de ne pas pouvoir bouger, sortir, etc. Et ça va même au-delà de ça, c'est aussi les considérations sanitaires, les points de vue aussi sur la maladie, sur la situation de la société, avec des vraies divergences qui vont avoir tendance à se renforcer dans cette situation de confinement. Là aussi, c'est normal parce que c'est une situation inconnue pour nous tous, même ceux qui ont l'habitude de faire des retraites. Bon, voilà, il y a un contexte quand même de société, un contexte de santé qui est très atypique et qui va faire émerger de la peur. Et la peur, ça a tendance à renforcer nos habitudes névrotiques, on va dire. Donc, toutes nos résistances, nos défenses vont avoir tendance à flamber. Donc, ceux qui ont tendance à vouloir s'hyper protéger en étant hyper sécures dans les habitudes voilà, de santé, laver les affaires, etc. Et puis, donc ça va se renforcer. Pour d'autres qui seraient peut-être plus dans le déni, de mais c'est rien, de dédramatiser complètement, mais à l'autre extrême, pareil, ça va se renforcer, ça crée donc des divergences. Et ici, la divergence va faire naître en fait ce sentiment d'isolement. Pas se sentir compris, ne pas se sentir sur la même longueur d'onde. Et toute la question là après, c'est comment on fait pour essayer de se retrouver.
Bon, grosso modo, ça va être, même il y a plusieurs situations, il va y avoir surtout ces deux points-là. Et après, il y a vraiment la situation de solitude pour certains, voilà, de sentir, de percevoir que cette situation de confinement est est un cadeau. Ça, c'est aussi le mot que j'entends beaucoup, un cadeau de la vie. Alors évidemment, toute proportion gardée par rapport au contexte sanitaire, parce que ce cadeau peut être très empoisonné pour d'autres personnes. Mais en tout cas, ceux qui sont en bonne santé et pour qui il n'y a pas de péril professionnel ou financier, il y a là un contexte, dans la mesure où on est sur une démarche contemplative, qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs, qui est favorable à se rencontrer en fait. Et si on est prêt à ça, ça peut devenir quelque chose de très heureux. Lorsqu'il n'y a plus de distraction, il n'y a plus que soi avec soi-même. Et c'est tout le contexte aussi de la pratique méditative. Quand on se pose sur le coussin, il y a là une rencontre qui se fait avec nous-mêmes. C'est une rencontre qui va se faire à un niveau très relatif au départ. On s'assoit, on accepte d'être plus ou moins immobile et naturellement, dans cette moindre agitation, déjà physique, eh bien, on ne va pouvoir que contempler ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est d'ailleurs la première chose que l'on entend quand on démarre la pratique. C'est, oh là là, il y a toute une agitation dans la tête, il se passe ceci, cela, je suis bien confortablement installée ou pas, j'arrive pas à trouver la posture, voilà, des choses, on est tous passés par là. C'est qu'en fait ici on est en train de reprendre conscience de notre condition du moment, de comment ça se passe en nous, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau corporel. C'est une rencontre et tout l'objet de la pratique, ça va être d'apprendre à s'accueillir. Donc la solitude permet ça. Si on a passé notre vie à nous fuir à travers plein de distractions, cette rencontre, elle peut être anxiogène, elle peut être délicate, elle peut être désagréable même. Hein, si on a développé un jugement négatif sur nous pour X raisons, ça ne va pas être confortable au démarrage. Pourtant, c'est le chemin le plus direct finalement pour apprendre à être en paix. Ça passe d'abord à être en paix avec soi-même. Et donc ce petit geste que l'on fait au démarrage, qui est juste de s'asseoir, de s'arrêter, faire une pause, va être déterminant et va permettre de s'apprivoiser. L'apprivoisement ne va pouvoir se faire que si on devient comme un chercheur, comme un scientifique. C'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas à une lecture première. Et quand je dis première, c'est pas vraiment première, c'est une lecture habituelle qui serait tout de suite d'aller dans le jugement. Ouh là là, c'est désagréable, ça sert à rien, c'est pas pour moi, et on passe à autre chose. Là aussi, on est à peu près tous passés par là à un moment donné, hein, d'avoir cette tentation de passer à autre chose, parce que ce ne serait pas pour nous. En fait, on ne le sait pas, mais là, on y est. On y est vraiment. Là, on est en réussite. La réussite, elle est juste dans ce petit geste de se poser. À partir du moment où on s'est posé, c'est bon, on y est.
Et on va ensuite voir toutes ces habitudes de jugement que l'on peut avoir, et aussi le jugement de « mais j'y arrive pas, c'est pas pour moi », etc. Et d'apprendre à, comme un chercheur, comme un scientifique, à ne pas s'arrêter là, à voir ça comme un phénomène. Ah ben tiens, je me suis posée, je me raconte ça. Pourtant, par ailleurs, je me suis quand même assis et c'est un peu l'invitation qu'on me fait, donc ça c'est fait. Et c'est réussi, d'une certaine façon. Et quand cet état de solitude persiste, alors il y a un déploiement de l'expérience et potentiellement un déploiement de la compréhension aussi de comment ça fonctionne en nous, quelles sont nos habitudes, les habitudes de pensée, les habitudes de jugement, les habitudes réactionnelles. Je pense ça, donc je pose telle action. Et tout ça, finalement, on découvre notre personnage. On découvre comment on fonctionne habituellement. Comme aussi, on peut être attentif lorsqu'on rencontre une nouvelle personne et d'essayer de comprendre qui elle est, on va l'observer de cette même façon. Et plus notre observation est douce, bienveillante et ne se cantonne pas à première impression, et plus on accepte aussi de rentrer en profondeur dans cette compréhension et dans cette rencontre. Et donc cette situation de solitude, plus elle va persister, et plus potentiellement, si on adopte une attitude d'accueil et d'acceptation de cette situation-là, et plus on va entrer en profondeur avec ce que nous sommes. C'est un peu comme si on traversait différentes couches. Et au départ, on était sur la couche superficielle, très grossière, et puis petit à petit, on va voir plus finement, plus subtilement, et on va aussi percevoir comme des failles, pas les failles au sens fragilité, des failles au sens de moments où il ne se passe rien, rien de notable. Des moments de suspension. On pourrait aussi dire ces petits moments, si brefs, à peine imperceptibles, entre deux pensées. Ces petits moments où il se perçoit le silence profond qui est en dessous de tout ce bavardage. Dans la pratique, c'est un deuxième niveau là. C'est-à-dire qu'on perçoit qu'il y a là de l'espace, de l'ouverture, pour permettre à tout ce bavardage mental, à tous ces réflexes, ces habitudes d'apparaître et de s'alimenter elle-même. Voilà, il y a quelque chose en dessous qui a l'air comme ça, a priori, plus stable, plus constant. Et ça va se toucher du doigt régulièrement, ça va se reconnaître régulièrement. Et le troisième point, lorsque cet état de solitude, de non-distraction est intégré, c'est comme si on s'y fondait, comme si on se laissait tomber dans ces petites failles. Et là, il apparaît que ce moment de suspension, si pour le mental ça dure peu, c'est comme une éternité. Pas au sens que ça dure longtemps, au sens que la notion de temps disparaît.
Bon, voilà, pour vous dire quelques mots sur ce qui me vient sur ce thème de la solitude.